Un grand hommage national a eu lieu ce matin du 7 février 2024 aux Invalides. Toute la classe politique était présente, y compris la France insoumise. Des familles avaient demandé à ce que les membres de l'AFI soient interdits de venir. Droite et extrême droite étaient également contre leur venue. Pendant ce temps-là, le Rassemblement national, lui, a été accueilli les bras ouverts. Macron y a tenu un discours. La garde républicaine y a entonné la marche funèbre de Frédéric Chopin sous les yeux d'une gauche mise au banc et d'une extrême droite acceptée par désormais tout le monde. L'hommage a tourné au règlement de compte politique. Et pour revenir sur cet événement qui a fait couler beaucoup d'encre depuis ce matin, j'accueille par le biais de la visio Maxime Benatouille, membre de l'Union juive française pour la paix et du collectif Tzedek. Bonjour Maxime. Salut tout le monde. Alors vous étiez à cette commémoration aux Invalides, comment ça s'est passé? Alors j'étais pas sur place, mais j'ai suivi l'actualité comme tout un chacun aujourd'hui. Peut-être avant de parler directement de cette commémoration, j'aurais bien aimé revenir sur ce qu'a dit une des personnes interviewées dans votre reportage un petit peu préalablement. Je crois que c'était l'avocate Maître Pardo qui s'occupe Des familles. des familles d'otages, qui a précisé la chose suivante: faire rentrer ces Français juifs assassinés dans la mémoire collective. Alors ça pose la question de la mémoire collective, parce qu'on voit bien que depuis le 7 octobre, il y a eu le développement d'un cadre légitime d'interprétation de ce qui s'était passé. Donc il y a eu une sidération qui a été très courte pour le gouvernement israélien, et très rapidement, il a imposé un cadre qui est borné par des références en creux à la Shoah, à la solution finale, et au terrorisme islamiste. D'accord? Et donc ça, très rapidement, ça a été aussi repris en France, parce qu'on a vu que 3 jours après à peine, Olivier Véran, alors porte-parole du gouvernement, disait exactement la même chose sur un plateau de France TV. Il a dit, je le cite, qu'Israël avait vécu son 11 septembre et qu'il n'y avait pas eu, à sa connaissance, un plus grand nombre de victimes juives sur une seule journée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc on voit bien que dès qu'on dévie d'un iota de ce cadre devenu légitime d'interprétation, on est accusé de tous les maux, et notamment d'apologisme du terrorisme antisémite. Donc, c'était très important, effectivement, qu'il y ait une journée de commémoration pour les victimes, évidemment, mais ça pose la question du contenu politique et idéologique, qui est celui de cet hommage. Et cet hommage ne mentionne exclusivement que le narratif israélien, qui prétend que le 7 octobre est arrivé comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, et que c'était un attentat purement antisémite, ce qui occulte complètement, et peut-être que je vais laisser la parole ici, la dimension coloniale de la situation en Israël-Palestine. Et ça, c'est problématique pour nous, que ce soit à l'Union juive française pour la paix ou au collectif juif décolonial Tzedek. C'est vrai que pendant cet hommage, Emmanuel Macron a entonné un discours. Il disait ceci en commémorant l'attaque du 7 octobre. On va écouter. Il était 6 heures et le Hamas lança par surprise l'attaque massive et odieuse, le plus grand massacre antisémite de notre siècle. Et nous avons dès lors à habiter ce deuil, non pas comme une victoire de la mort, mais comme une invitation à leur trouver une place dans nos vies. Et ils sont là, chacune et chacun, pour nous rappeler que nos vies, leur vie, méritent sans relâche de nous battre contre les idées de haine, de ne rien céder à un antisémitisme rampant, désinhibé, ici comme là-bas. Comment vous réagissez à ces propos que l'on vient d'entendre de la part du président de la République ? Plutôt mal. Ça confirme ce que je vous disais un peu plus tôt, par ces propos que vous venez de restituer, qui présentent l'attaque du 7 octobre comme le plus grand massacre antisémite du XXIe siècle. Eh bien, justement, Macron s'inscrit dans ce narratif israélien selon lequel le Hamas a perpétré par pure haine barbare antisémite un massacre. Alors, ce que je vais dire, et je voudrais vraiment insister là-dessus, ce n'est absolument pas saluer cette attaque. On ne peut que la condamner, bien évidemment. Tellement de gens qui sont morts, c'est atroce, et il ne s'agit en aucun cas de minorer cela. Mais néanmoins, moi, j'aimerais poser la question suivante à celles et ceux qui sont convaincus que le 7 octobre relève d'un massacre
antisémite. Est-ce que les Israéliens qui ont été massacrés l'ont été parce qu'ils étaient juifs, en tant que juifs, ou parce qu'ils étaient israéliens? Moi, c'est la question que j'aimerais poser ici. Est-ce que si la Palestine était colonisée, dépossédée, violentée depuis plus de 75 ans par les Bavarois, est-ce que le Hamas aurait massacré des Juifs le 7 octobre? Je pense qu'il faut se poser cette question-là aussi. C'est indispensable. Et voilà, pour l'instant. D'accord. En fait, ce qu'on peut regretter dans cet hommage, c'est qu'il a tourné finalement au règlement de compte politique, avec des instrumentalisations politiques, alors que c'est pas ce qu'on demande à un hommage normalement. Par exemple, la présence de la France insoumise par l'intermédiaire de Mathilde Panot et de Manuel Bompard n'était pas souhaitée. Aurore Berger a qualifié leur venue d'indécente. Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement, a invité LFI sans directement s'adresser à eux à, je cite, apprécier l'opportunité ou non de leur présence. Même s'il y a des choses à reprocher à la France insoumise, que c'est un débat qu'on a eu ici, etc., et que c'est un débat qu'on peut encore avoir, comment vous analysez ce focus autour de la France insoumise, alors que là, on parlait d'un hommage? Il y a une séquence qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux toute la journée, je pense, qui illustre bien ce qui se passe et le moment politique dans lequel on est entré en France depuis le 7 octobre et depuis la marche contre l'antisémitisme du 12 novembre. On a vu Meyer Habib, donc le député centriste, hein, je mets beaucoup de guillemets, mais c'est son appellation politique, je crois, des Français de l'étranger, insulter certainement Manuel Bompard, donc le coordinateur national de la France insoumise, qui est resté stoïque et qui regardait ailleurs, donc, et ensuite se diriger vers Bardella pour l'embrasser. Et là, je pense que tout le moment politique, il est cristallisé dans cette scène-là qui consacre la normalisation réussie, pour l'instant, du Rassemblement national et qui enfonce un coup supplémentaire dans la stratégie visant à diaboliser la seule force d'opposition crédible à un bloc bourgeois macroniste qui s'extrême droitise, comme on a pu le voir avec le passage de la loi immigration, et un bloc fasciste qui tente de se normaliser pour faire un petit peu moins peur afin de prendre le pouvoir. Donc là, on est vraiment... Je dirais pas que le monde marche sur la tête, parce que ça, c'est le résultat d'un long processus, quoi. Mais ce qui est certain, c'est que cette séquence politique-là ne va pas aider à mieux comprendre ce qui s'est passé le 7 octobre. Et moi, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu là-dessus parce que c'est très important. Et évidemment, le Hamas a une grande part de responsabilité, mais il y a une co-responsabilité qu'on ne peut pas dire ici, qu'on peut pas dire en France. Alors, c'est la raison pour laquelle j'aimerais bien pouvoir dire deux ou trois mots là-dessus chez vous aux médias, mais ça fait des années que le gouvernement Netanyahou rend impossible toute solution politique au conflit, aussi mal nommé conflit israélo-palestinien. Et je voudrais juste revenir très brièvement, sans faire un grand cours d'histoire contemporaine, parce que d'ailleurs je ne suis pas compétent pour le faire, mais en 2021, donc il n'y a pas longtemps, le Hamas et le Fatah, donc l'autre grande formation politique palestinienne, hein, du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, ont signé un accord. Ces deux formations politiques ont signé un accord. Et dans cet accord, visant à organiser des élections pour renouveler la présidence de l'autorité palestinienne, le Hamas a reconnu l'État d'Israël, a dit qu'il était pour la solution à deux États, avec Jérusalem-Est comme capitale du futur État palestinien. Donc, le Hamas a dit oui aux accords d'Oslo de 1993. Et qu'a fait le gouvernement israélien? Il a tout fait pour rendre impossible la tenue d'élections et pour, in fine, dans la foulée, blâmer le Hamas. Qu'a fait le gouvernement israélien? Ils ont dit d'accord pour ce processus électoral, mais sans les Palestiniens de Jérusalem-Est. Donc là, tout le monde était persuadé que le Hamas allait refuser. Bien, devinez quoi? Le Hamas a dit banco, d'accord, on prend quand même. Et là, à partir de là, évidemment, le gouvernement israélien et le gouvernement américain de Joe Biden ont fait pression sur Mahmoud Abbas pour que ces élections n'aient pas lieu.
D'accord? Donc tout espoir de solution politique a été tué par Israël. Ça, je pense qu'il faut vraiment dire que pour le 7 octobre, il y a une co-responsabilité. Et j'aimerais bien terminer avec une petite anecdote qui avait été reprise par Alain Grèche dans un papier du Monde diplomatique paru au mois de novembre, qui rappelait qu'en 1997, il y avait une jeune Israélienne de 14 ans qui s'appelait Smadar Peled, qui était la petite fille pardon, d'un haut dirigeant militaire israélien, qui est morte dans un attentat en plein Jérusalem. Il s'avère, comme cette jeune fille faisait partie de l'aristocratie politique israélienne, Netanyahou, qui était déjà Premier ministre à l'époque, a appelé la maman de la victime pour lui souhaiter ses condoléances. Et la maman lui a répondu, Bibi, donc c'est Benjamin Netanyahou, qu'as-tu fait? Et elle ajoute, pour moi, il n'y a pas de différence entre le terroriste qui a tué ma fille et le soldat israélien qui, en plein bouclage des territoires, n'a pas laissé une Palestinienne enceinte franchir un barrage pour se rendre à l'hôpital, si bien qu'elle a finalement perdu son enfant. Je suis persuadé que si les Palestiniens nous avaient traités comme nous les traitons, nous aurions semé chez eux une terreur 100 fois pire. Donc, même en Israël, on peut parler de co-responsabilité. Même les familles d'otages en Israël, même s'il y a beaucoup de divergences politiques, sont d'accord pour dire que Netanyahou a un rôle clé, a une responsabilité majeure dans ce qui s'est passé le 7 octobre avec l'attaque du Hamas et ses conséquences, notamment en termes d'otages israéliens et de destruction de la bande de Gaza. Il n'y a qu'en France, on a l'impression, où Benjamin Netanyahou est blanc comme neige, etc., et où on adopte à ce point le récit que son administration, que son gouvernement a mis en œuvre et qui est critiqué de l'intérieur d'Israël même. Justement, en parlant de ce qui se passe en France et du renversement un peu comme ça des valeurs, en tout cas de la grosse banalisation du RN, on parlait de Meir Habib, hein, qui est donc député républicain. Il a fait une déclaration qui a pas fait tant de bruit que ça, et nous, on voulait revenir dessus, on va écouter. Le monde doit comprendre 80 ans après la Shoah que le peuple juif n'ira plus jamais à l'abattoir sans réagir. Cette guerre a été imposée à Israël. C'est un acte de justice et non de vengeance. Pendant ce temps, l'extrême gauche est à Rafah. Pas un mot pour les otages. Elle vient pour soutenir l'agence de l'ONU impliquée directement dans les pogroms et dont il faut définitivement cesser le financement. Comble de l'indécence et de la provocation, ils seront là demain. Qui imagine Bousquet, Papon, Forisson participer à l'hommage annuel de la rafle du Veldiv, car c'est cela dont il s'agit. Monsieur le Premier ministre, je suis le député de ces familles qui ont écrit au président de la République. Elle ne veut pas des porte-paroles du Hamas demain. Est-ce que vous avez une réaction à cet extrait, Maxime? Parce que là, on voit que il y a vraiment une considération de la gauche, parce qu'il dit extrême gauche, mais de la gauche comme pire que le RN, de comparer ce qu'il appelle donc l'extrême gauche aux pires acteurs de la collaboration, hein, René Bousquet, Maurice Papon, aux pires négationnistes, Robert Forisson. Est-ce que ça salit pas un peu le devoir de mémoire? Comment c'est possible d'avoir un débat sain quand on entend ce genre de choses? C'est impossible. C'est impossible, parce que cet homme est un menteur patenté. Alors, il ment sur la gauche, ça c'est évident. La gauche a eu des mots, alors même si la France insoumise n'a pas joué le rôle un petit peu de cette mise en scène, de ce drame, etc., ils ont quand même eu des mots pour les victimes civiles israéliennes. Ils les ont eu, ces mots. Donc ça, déjà, premier mensonge. Ensuite, effectivement, ce qui est intolérable et ce qui relève effectivement du révisionnisme historique le plus abject, c'est qu'il assimile en creux la France insoumise au collabo des nazis. Mais ça, mine de rien, c'est une petite musique qu'on entend depuis quelques années dans la fachosphère, hein. Les nouveaux collabos seraient ceux qui autorisent, voire encouragent le fameux grand remplacement. Donc, Oui, parce rien que de nouveau de sous dire le que soleil.
à ce niveau-là. De dire qu'il y a l'antisémitisme à gauche et qu'il faut le combattre, ça s'entend, et c'est un débat qu'on doit C'est un débat, avoir, qui est sain, etc., et il faut pointer, et mais ça, sur des c'est pas bases du tout le honnêtes. débat. Mais d'inverser le fascisme comme ça, est-ce qu'on n'est pas sur une pente très dangereuse, où du coup, l'extrême droite se lave les mains complètement? Exactement. On est sur une pente très dangereuse qui contribue à respectabiliser l'extrême droite qui reste antisémite, mais qui devient très sioniste. Et le point commun qui a toujours existé entre les extrêmes droites antisémites et les sionistes politiques, c'est la volonté de voir les Juifs hors d'Europe, Israël, d'accord? Et ce révisionnisme auquel s'amuse, hein, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, meilleur Habib. Donc, j'ai dit premièrement que c'était une des caractéristiques de la fachosphère depuis plusieurs années, mais en plus, ce révisionnisme-là, qui minorise complètement ce qui s'est passé pendant la phase de destruction des Juifs d'Europe, il a été repris par Benjamin Netanyahou lui-même, qui avait soutenu dans une conférence, et largement documentée, là j'ai pas les dates, excusez-moi, mais c'est plutôt récent, que Hitler ne voulait pas mettre en œuvre la solution finale, il voulait juste déporter les Juifs d'Europe, hors d'Europe, mais que c'est le grand moufti de Jérusalem qui lui aurait soufflé à l'oreille qu'il fallait exterminer les Juifs. Et donc, Hitler se serait exécuté. Donc, le révisionnisme de la Shoah, l'instrumentalisation de la Shoah, est au cœur même de l'appareil d'État sioniste, et en tout cas de ceux qui le portent en ce moment, à savoir Benjamin Netanyahou et ses complices. Mémoire qu'on doit avoir et qu'on doit ne pas oublier en France. Donc c'est compliqué en fait, parce qu'il y a plein de trucs qui se mêlent. Alors évidemment se pose la question, et vous en avez parlé au début, des victimes des bombardements israéliens. Est-ce qu'elles auront droit aussi à un hommage? On rappelle, je crois qu'on est à 27 000 morts, si j'ai le dernier bilan malheureusement. L'ex-président de la République 25 000 sinon, mais l'ex-président de la République nous a livré son sentiment sur la question. On va l'écouter. On va écouter J'ai François entendu Hollande. cette proposition. Ça ne peut pas être le même hommage. Une vie est une vie, et une vie est équivalente à une autre vie. Mais il y a les victimes du terrorisme et les victimes de guerre. Pour les victimes du terrorisme, il y a toujours eu des hommages. Pour les victimes de guerre, il peut y avoir à un moment des cérémonies. Mais ce n'est pas le même processus. Et de son côté, Fabrice le rappelait tout à l'heure, une conseillère d'Emmanuel Macron a dit dans le journal Le Monde, je cite, « Il est évident que nous devons la même émotion et la même dignité aux victimes françaises des bombardements à Gaza ». Qu'est-ce que vous répondez donc à ce genre de réaction, vous? Alors là, je vois que François Hollande s'essaye un exercice très sophistiqué de déshumanisation des Palestiniens, exercice auquel ils sont tout à fait habitués, hein. Alors, il dit, et donc ça c'est problématique pour toute une série de raisons que j'ai exposées plus tôt, il dit qu'il ne faut pas mettre sur un pied d'égalité les victimes de terrorisme et les victimes de guerre. Mais de quelle guerre on parle? Ce sont des victimes de crimes de guerre. Ça a été largement documenté par un organe de presse israélien lui-même qui s'appelle Plus 972 Magazine, qui a démontré qu'il y avait des consignes de tirer sur des civils, ou tout du moins qui a démontré que certaines mesures de retenue pour intervenir à distance militairement dans la bande de Gaza, zone extrêmement densément peuplée comme chacun le sait, ont été largement relâchées dans un but de maximiser les pertes civiles palestiniennes. Donc de quoi on parle, victime de guerre, victime de crimes de guerre? Alors, Emmanuel Macron a une responsabilité folle, énorme. Alors, il a quand même dit il a même promis qu'il allait consacrer un temps mémoriel aux victimes françaises de Gaza. S'il ne le fait pas, quelles conséquences cela va avoir? Ça va nourrir du ressentiment qui va pouvoir développer l'antisémitisme. Donc, il a une responsabilité très, très grande. Il ne faut pas de deux poids, deux mesures sur cette question. Et moi, d'ailleurs, j'aurais salué, je crois que c'est une proposition politique qui était notamment portée par la France Insoumise, mais de réaliser un hommage commun qui aurait montré que la position de la France s'inscrit dans le respect du droit
international est une position historiquement équilibrée entre Israël et la Palestine, qui, par ailleurs, d'un point de vue un petit peu plus radical, comme les points de vue que mes organisations peuvent par ailleurs défendre, on aurait pu le critiquer, dire que c'était un peu trop mou, etc., etc. Néanmoins, ça aurait envoyé un message fort de respect du droit international, ce qu'Emmanuel Macron a évidemment refusé de faire. Donc sa responsabilité là, il est très forte. Il faut qu'il tienne sa parole. Et il a un lourd passif de mensonges. Donc pour l'instant, moi je reste très très circonspect, mais j'espère effectivement que ça se fera. Merci beaucoup Maxime Bennatou. Donc, je le rappelle, vous êtes membre de l'Union juive pour la paix et de Tzedek. Donc merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Au revoir. En deuxième